On va faire cette interview par téléphone avec Ginette Demata. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne ambassadrice de France dans différents pays et aussi vous avez effectué une mission auprès des Nations Unies il y a quelques années. C'est pour ça que vous connaissez bien comment ça fonctionne l'ONU de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on a voulu avoir votre point de vue, vos réflexions aujourd'hui quand l'ONU fête ses 80 ans. Oui, merci beaucoup. En fait, moi, j'ai été en poste à la mission de la France auprès des Nations Unies. C'est le nom qu'on donne aux ambassades, en fait, auprès de l'ONU à New York entre 2000 et 2004. Donc, dans une période où on a connu à la fois les attentats du 11 septembre et ensuite ce qu'il est convenu d'appeler la crise irakienne, donc avec des tensions au sein du Conseil de sécurité, notamment entre la France et certains de ses partenaires, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Oui, on a discuté de ça il y a quelques années déjà. Vous êtes venu au studio, on a discuté sur votre vie personnelle et vos engagements, votre vie professionnelle au service des différentes institutions au nom de la France. Et on a du chance parce que vous habitez dans le département. C'est pour ça que vous êtes référente pour nous concernant l'ONU. C'est vrai, c'est en 1945 que la Charte des Nations Unies était signée, qui a rentré en vigueur quelques mois plus tard. Elle était signée en juin. Elle a rentré en vigueur le 24 octobre. Ce sera à peine quelques semaines qu'on fête cet anniversaire, mais on peut dire que toute l'année et l'année prochaine, on peut se souvenir de cette date et de l'importance de cet événement de naissance de l'ONU. Oui, tout à fait, parce qu'en réalité, donc, ce qui avait précédé à la fois la Deuxième Guerre mondiale et la création de l'ONU, eh bien, c'était la Société des Nations, la fameuse SDN, dont tout le monde connaît l'échec. Et donc, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les vainqueurs, notamment à l'initiative d'ailleurs des États-Unis, il faut bien le souligner, avaient décidé qu'il fallait rebâtir une organisation internationale qui puisse, donc l'objectif c'est ça, c'est préserver les générations futures du fléau de la guerre et assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Alors, vous vous rendez bien compte que c'était un objectif difficile à atteindre, mais en même temps extrêmement généreux et ambitieux. Alors, je vais tout de suite citer, parce que j'aime beaucoup cette citation du deuxième secrétaire général des Nations Unies, qui d'ailleurs a été tué dans un attentat, Daga Marshall, et qui disait « L'ONU n'a pas été créée pour emmener l'humanité au paradis, mais pour lui éviter l'enfer ». Et je trouve que c'est une excellente définition finalement de cette organisation qui effectivement donc a 80 ans officiellement depuis la signature de la charte et comme vous l'avez rappelé, son entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Si vous permettez, Aïda, je voudrais juste dire un mot très personnel, mais qui je pense va vous toucher aussi et beaucoup des auditeurs de la radio. Je voudrais rendre hommage ici à Robert Kaminker, qui est décédé. J'ai prévu aussi vous poser cette question, mais vous avancez, je vous laisse. Oui, voilà, parce que bon, Robert a été un des piliers de la radio, mais il a été aussi un des piliers sur le terrain des Nations Unies, pour lesquels il a travaillé pendant 40 ans, et il se définissait lui-même comme même le dernier des Mohicans qui malheureusement a disparu et qui a été un peu partout sur la planète pour aider à l'implantation des Nations Unies, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui avait des attaches en Périgord. Sa femme était périgourdine et lui-même avait trouvé refuge dans mon village natal à Agonac avec ses parents pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, il a contribué beaucoup à la naissance des RLP et il a animé plusieurs émissions sur le thème de l'ONU pendant nombreuses années, jusqu'à presque dernière semaine de sa disparition, parce qu'il était vraiment convaincu qu'il faut en parler et transmettre ce message, surtout pour les jeunes. C'est vrai, aujourd'hui, quand l'ONU fête ses 80 ans, on s'est dit, au début, peut-être après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été important, cette presque nécessité et réalité contribuer à la paix et la sécurité internationale. Et ces dernières années, peut-être, surtout en Europe, on était un petit peu endormis en pensant que ça y est, ça va se répéter l'histoire. Mais là, depuis ce dernier temps, on voit que ces questions et ces faits aussi reviennent sur la scène européenne, sans compter aussi tous ces conflits mondiaux. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que, si vous voulez, on peut voir, comme toujours, le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et se dire que l'ONU n'a pas rempli son mandat. Mais il faut bien voir aussi, et c'est un peu quand même l'état d'esprit dans lequel je suis, tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a permis de préserver les avancées. Bon, d'abord, il faut se souvenir quand même que quand la charte a été signée, quand l'ONU a été créé, il y avait 51 États. Aujourd'hui, il y en a 193. Et il n'y a nulle part ailleurs, un endroit, ce qu'on peut appeler le Parlement du monde, où les États envoient des représentants, ils ont des représentants toute l'année, mais chaque année à l'ouverture de l'Assemblée générale, il y a la réunion de pratiquement tous les chefs d'État et de gouvernement, prennent la parole à l'Assemblée générale, qui donnent leur point de vue, mais surtout, au-delà de ces discours qui sont assez figés, mais qui permettent de savoir ce que pensent les uns et les autres, il y a tous les entretiens qui se déroulent. Moi, quand j'étais à l'ONU, il y avait un moment que je trouvais très émouvant, c'est juste avant l'ouverture de l'Assemblée générale, on sort tous les drapeaux. Donc il y a le couloir qui conduit à la vaste salle de l'Assemblée générale que tout le monde a dû voir plus ou moins à la télé, en photo, etc. Mais là, vous avez tous ces drapeaux et brusquement, vous prenez conscience que effectivement, tous les États sont là, c'est formidable. Et donc, c'est aussi un endroit où on peut avoir des discussions, non pas secrètes, mais discrètes, échanger, faire avancer des choses, et au-delà des grandes proclamations et des discours à la tribune, il y a tout ce qui se passe derrière, qui est un travail absolument remarquable. Et là, on peut dire que finalement, rien que pour ça, l'ONU est utile. Bon, après, on va sans doute parler de son utilité sur le terrain. Voilà ce que je voulais dire quand même, c'est que ce Parlement du monde, il est unique, on le trouve nulle part ailleurs. Et ce serait vraiment dommage de s'en passer. Et surtout, actuellement, on attend les attaques vers l'ONU, surtout récemment, les discours du président des États-Unis. Oui, tout à fait. Bon, alors, si vous voulez, il y a les attaques qui sont beaucoup plus efficaces, si j'ose dire. C'est les attaques financières, parce que quand un des grands contributeurs que sont les États-Unis décident de couper les vivres ou de réduire considérablement leur budget, il est évident que ça a un impact considérable. Regardez, par exemple, pour l'UNESCO, dont le siège est à Paris, mais qui fait partie de la galaxie des Nations Unies. Hop, les États-Unis s'en retirent. Et ben, c'est plus de 30% du budget qui va disparaître. Donc, ça veut dire que on va beaucoup moins travailler à la préservation du patrimoine mondial de l'humanité. Et pourtant, ce patrimoine mondial, il y a 20 sites en Dordogne qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est même chose, si vous voulez, j'allais dire presque encore plus grave. Vous avez des opérations de maintien de la paix qui vont être en suspens parce que les contributeurs ne vont plus mettre d'argent pour faire fonctionner ce système. Donc c'est extrêmement grave. Mais alors, ce que je trouve assez intéressant, si vous voulez,
c'est que Trump, effectivement, bon, appelons-le par son nom, Trump, l'ONU, comme d'ailleurs d'autres, il n'est pas le seul, il veut en sortir, il la critique sans cesse, mais il y a par exemple, si vous voulez, des opérations qui ont été mises en place par l'ONU, qu'on appelle des projets d'administration directe quand il y a eu un grave conflit. Ça a été par exemple le cas au Kosovo, où l'ONU a mis en place une administration directe. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai l'impression, là, dans les dernières heures, que Trump veut soumettre une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies pour finalement déléguer pendant quelque temps une administration directe, alors peut-être pas exactement celle qui était au Kosovo, mais sur le modèle. Donc même lui, il ne peut pas finalement se passer de l'ONU. Il doit avoir réfléchi que effectivement la situation est extrêmement compliquée et il ne veut pas trop se salir les mains. Il veut apparaître comme l'homme de la paix. Et donc il se dit tiens, ce serait pas mal. Vous voyez. Donc même là, l'ONU fait apparaître son utilité. C'est ça qui est intéressant, c'est que même quelqu'un qui apparemment, si vous voulez, dit je veux plus de l'ONU, ça m'intéresse pas, ça marche pas, etc. À un moment ou à un autre, il va se tourner vers les Nations Unies. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on fête l'anniversaire, on peut parler que de bonnes choses, c'est les choses qui marquent l'histoire. Mais pour vous, personnellement, à votre avis, malgré l'importance symbolique de l'ONU et ses actions, est-ce que vous, personnellement, voyez quelques faits qui, à votre avis, cette organisation, parfois, n'arrive pas à montrer ses efficacités sur le terrain? C'était évident, si vous voulez, que, y compris, prenons les opérations de maintien de la paix. Si vous voulez, une opération de maintien de la paix, donc décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je crois que depuis le début de la création, il y en a eu plus de 75, et il y en a actuellement une douzaine qui sont encore actifs. C'est évident que là, très clairement, si le mandat qui a été donné par le Conseil de sécurité n'est pas suffisamment fort, ça ne marche pas. L'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le Rwanda. L'ONU présente sur le terrain n'a pas réussi à empêcher le génocide. Vous voyez, elle n'avait pas les moyens de le faire, elle n'avait pas le mandat pour le faire. Est-ce qu'elle avait la volonté? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas abouti. Donc, si vous voulez, il y a parmi les opérations de maintien de la paix certaines qui réussissent complètement. Il y en a d'autres qui réussissent à moitié, c'est-à-dire qu'elles limitent les dégâts, j'allais dire. Vous voyez, par exemple, l'opération qui est présente en RDC, à la limite de la RDC et du Rwanda, justement, toujours dans cette zone des Grands Lacs. La MONUSCO, elle fait ce qu'elle peut et certainement qu'elle empêche des choses encore pires que ce qui se produit. Vous voyez, c'est ça, cette espèce de verre à moitié plein, à moitié vide. Mais on préférerait évidemment que ça fonctionne complètement. Un autre exemple dans le domaine de la justice pénale internationale, puisque le Conseil de sécurité avait créé les tribunaux pénaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Il y a quand même eu des résultats. Les personnes recherchées ont été, du moins pour l'ex-Yougoslavie, quasiment toutes jugées, les gros poissons. Après, pas toujours. Il y en a qui sont passés à travers les mailles du filet. Et la Cour pénale internationale qui a été créée, mais par traité. Donc tous les États n'ont pas signé et surtout n'ont pas ratifié. Par exemple, ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Russie n'ont signé ou ratifié. Les États-Unis, Clinton, le dernier jour de sa présidence, il avait signé. Paf, le lendemain, Bush est élu, il retire sa signature. Vous voyez, c'est pas d'hier que les États-Unis ont une attitude un peu ambivalente. Donc, si vous voulez, c'est vrai que ça fonctionne pas très bien. Je vous donne cet exemple du Rwanda tout à l'heure parce que pour moi, c'est quand même l'exemple d'une faillite d'une opération de maintien de la paix, c'est certain, qui a amené d'ailleurs à réfléchir
sur comment restructurer le département des opérations de maintien de la paix, parce qu'on avait bien vu que ça fonctionnait pas. Donc peut-être vous avez aussi les autres exemples, comment cette institution, l'ONU, se modernise, se change et voilà, travaille un petit peu différemment, peut-être avec tous ces acquis historiques, mais aujourd'hui peut-être il y a les autres méthodes de travail et l'autre moyen. Oui, alors tout à fait, parce que si vous voulez, quand on dit l'ONU, bon, pour le public, pour le grand public, souvent c'est synonyme du Conseil de sécurité et donc Conseil de sécurité bloqué. Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, parce que bon, le Conseil continue à piloter des opérations de maintien de la paix, mais ça se voit pas, si vous voulez. Et puis il y a des groupes de travail qui fonctionnent. Il y a la possibilité pour le secrétaire général de nommer des représentants spéciaux ou des envoyés spéciaux qui permettent de contourner, si vous voulez, les blocages. Mais vous avez à côté de ça toute cette galaxie des Nations Unies qui s'est bâtie au fil du temps avec ce qu'on appelle des agences. Donc vous avez par exemple le HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, qui fonctionne extrêmement bien. Vous avez, je citais tout à l'heure, donc l'UNESCO pour le patrimoine mondial. Vous avez la FAO pour l'agriculture. Vous avez l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS. Tout ça, ça fait partie de la galaxie de l'ONU et ça fonctionne. C'est pas parce que, si vous voulez, il y a un blocage à un moment donné au Conseil de sécurité que ça ne continue pas à fonctionner. Le risque, comme je le soulignais, c'est que évidemment, si l'argent n'est plus là, si les contributions manquent, et là, il y aura un problème. Mais il y a une volonté sans cesse, si vous voulez, de se renouveler. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut modifier le fonctionnement du Conseil de sécurité? Je suppose que vous allez en arriver là, non, à la question. Mais oui, parce que actuellement, c'est ça qui ressort plutôt dans les informations internationales. Oui, tout à fait. Alors bon, parce que vous savez que le Conseil de sécurité, il y a 15 États membres, mais il y en a 10 qui sont élus pour 2 ans par l'Assemblée générale des Nations Unies et qui sont censés représenter le monde entier, c'est-à-dire l'ensemble des grands groupes géographiques. Et puis vous avez les 5 permanents. Ces 5 permanents, ils sont issus des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est les États-Unis, la Russie. Enfin au départ c'était l'URSS, mais c'est devenu évidemment la Fédération de Russie. Vous avez la Chine, qui au départ n'était pas la Chine populaire de Mao, mais qui donc a été admise comme telle. Vous avez le Royaume-Uni et la France. Donc ces 5 sont les seuls à avoir un droit de veto. Donc si vous voulez, si on met sur la table un projet de résolution, prenons un exemple tout à fait évident sur la Palestine, à ce moment-là, il va y avoir un blocage. Il y aura des vétos et ça ne passe pas. Et donc, on a une impression réelle de paralysie du Conseil. Donc, on réfléchit à comment faire pour contourner cet obstacle. Alors d'abord, il y a la question du nombre de membres. On est tous d'accord aujourd'hui pour dire que le nombre de membres du Conseil ne reflète pas, surtout parmi les permanents, ne reflète plus la géographie mondiale, parce que la décolonisation est passée là-dessus, la démographie galopante est passée là-dessus, et c'est évident qu'il faut passer à un plus grand nombre de membres du Conseil de sécurité. On a déjà changé d'ailleurs en 1963, c'est intéressant de le rappeler. En 1963, le Conseil de sécurité est passé de 11 à 15 membres. Vous voyez, donc au moment des décolonisations, là, on est déjà passé à 15 membres. Mais aujourd'hui, on se dit il faudrait, disons, une vingtaine, parce que les Africains, pourquoi les Africains n'auraient-ils pas droit à 1 voire 2 sièges de membres permanents? Qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'Afrique, le continent africain est en pleine expansion démographique. Donc, et puis, si vous voulez, il y a quand même 54 États maintenant en Afrique. Donc, c'est pas normal en même temps qu'ils soient pas représentés de manière permanente.
Ensuite, vous avez les anciennes puissances vaincues, l'Allemagne, le Japon, revendiquent à juste titre, d'entrer au Conseil comme membre permanent. Donc vous voyez, et qu'en est-il de l'Amérique latine ? Donc, si vous voulez, il y a une réflexion qui est lente, qui est en cours, tout le monde n'est pas d'accord, mais on y arrivera un jour, je pense, à augmenter le nombre de membres du Conseil, à augmenter le nombre de membres permanents et à réfléchir, à passer à l'action sur une réforme du veto. Alors, la France porte depuis plusieurs années, et notamment avec le Mexique, une idée que le veto ne devrait pas pouvoir s'exercer lorsqu'il y a de graves situations humanitaires. Donc ça, si vous voulez, c'est extrêmement sensible comme sujet, parce que comment fait-on la différence entre une grave situation humanitaire et un conflit armé? Dans un conflit armé, il y a toujours une situation humanitaire grave. Vous voyez, donc tout ça, c'est en discussion, mais je pense que c'est la prochaine étape. Alors, je ne sais pas, j'espère qu'on la verra assez rapidement. Peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans. Voilà, il faut voir à cette échéance. Ouais, et ça, c'est le travail des diplomates, les discussions, les négociations, et le temps que aussi certaines commissions se réunissent, que tout ça arrive, qu'elle soit abouti. Mais il n'y a pas que ça à l'ONU. Il n'y a pas que sécurité et le maintien de paix. Il y a aussi les autres thématiques qui sont vraiment au cœur des assemblées générales dans lesquelles on peut toutes les questions de notre vie qui sont mises sur la table et discutées avec résolution et proposition, n'est-ce pas, Ginette Demata ? Absolument. Alors, notamment, si vous voulez, là, actuellement, se tient à Belém la 30e conférence des États parties, et donc la 30e COP, comme on dit, sur le climat. Et si vous voulez, là, c'est une conférence de l'ONU. Donc là, on réfléchit où est-ce qu'on en est par rapport aux engagements de Paris il y a 10 ans sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'on a atteint les objectifs ? La réponse est non. Comment faire pour les atteindre ? Est-ce que tout le monde peut arriver à un consensus ? Ça, c'est une vraie question. Mais si vous voulez, à côté de, effectivement, ce qui se passe à New York ou à Genève, vous avez une succession de conférences qui sont consacrées à tous les grands problèmes planétaires. Je vous parle là du climat, mais vous avez les droits humains, bien entendu. Vous avez toutes les questions de développement, de comment nourrir la planète, comment limiter, si vous voulez, les impacts effectivement des conflits, du changement climatique, etc. Donc, si vous voulez, l'ONU s'est dotée de ce qu'on appelle l'agenda 2030, avec 17 objectifs de développement durable. Alors, en langage onusien, on dit les 17 ODD. Bon, enfin, c'est le développement durable, et donc ça concerne l'ensemble de l'avenir de l'humanité. Et là, quand même, l'ONU a réussi à se mettre d'accord sur ces 17 objectifs. Maintenant, il faut arriver au bout. Et donc, régulièrement, les personnels onusiens, le secrétaire général ou les États disent attention, là on en est loin. Mais vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que en ce lieu qu'il y a une légitimité unique parce que c'est une composition mondiale, 193 États membres, plus 2 États associés, c'est là qu'on peut avancer, si vous voulez. Et on peut non seulement en discuter, parce que le verbe est une chose, mais passer à l'action. Et c'est vrai que sur le terrain, il y a énormément de représentants de l'ONU qui font avancer les choses. Alors parfois c'est un travail de fourmi, on avance, on recule, etc. Mais c'est un peu ce que je dis aux jeunes femmes aujourd'hui qui me disent « Ah là là, mais ça ne progresse pas beaucoup, les droits des femmes ». Je leur dis « Vous avez l'impression, c'est vrai, que ça progresse pas. Mais c'est une progression sinusoïdale, vous voyez. Donc c'est-à-dire que ça monte, ça descend, mais l'important c'est de voir la courbe générale, et la courbe générale on avance quand même, voilà.
Je crois que c'est ce que je retiendrai, moi, de cette réflexion sur l'ONU, même s'il y a des jours où on se dit, bon, voilà. Ça paraît parfois assez loin et assez utopiste, certaines résolutions, mais finalement, ça dépend des États aussi membres de l'ONU à appliquer de ça sur le territoire. Exactement. Si vous voulez, il faut, c'est bien de prendre une résolution, mais c'est un peu quand, vous savez, on dit aux enfants, bon, il faut prendre une bonne résolution. Oui, il faut prendre une bonne résolution, mais après, il faut s'y tenir, il faut l'appliquer. Là, c'est exactement la même chose appliquée au monde entier. C'est sûr que l'ONU n'a pas préservé, comme elle le souhaitait, les générations futures du fléau de la guerre. Hein. C'était le préambule de la Charte des Nations Unies, à nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas réussi. C'est sûr que ça reste devant nous. Mais voilà, nous ne sommes que de pauvres êtres humains avec une vie limitée. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, on est dans un moment où les démocraties sont en danger, où elles vacillent, c'est vrai, où il faut faire très attention. Et je crois que, si vous voulez, ce qui est intéressant, parce que vous disiez, bon, c'est une affaire de diplomate, mais pas seulement, parce que on voit que les représentants de la société civile, souvent à travers ce qu'on appelle les ONG, sont très présents à l'ONU. Ils assistent aux conférences, ils ont leur mot à dire, ils font ce qu'on appelle du lobbying, ils sont là, présents, ils prennent la parole, ils soumettent des idées, ils font avancer des projets. Donc vous voyez, c'est pas seulement une affaire de diplomates ou de militaires à travers les opérations de maintien de la paix, c'est l'affaire de tout le monde. Et alors on a en France l'Association française pour les Nations Unies, dont j'ai le plaisir de faire partie, et si vous voulez, à laquelle tout le monde peut adhérer. Il y a un site, afnu.fr, et c'est là qu'on voit qu'on peut, à notre petit niveau, essayer de faire avancer les choses. Même les citoyens peuvent participer à cette action. Je vous remercie beaucoup, Ginette de Mata, de nous avoir accordé ce moment pour 80 ans de l'ONU. Je rappelle que vous êtes ancienne ambassadrice et aussi vous étiez chargée des missions de France auprès des Nations Unies. Merci pour votre témoignage, pour vos réflexions. Et c'est important parler de l'ONU et montrer leur travail au quotidien, même ici sur notre territoire, on doit avoir les impacts. Merci à vous. Mais c'est moi qui vous remercie et je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs. Au revoir.